Bonjour à tous et à tous et bienvenue pour cette nouvelle formation Odile. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Noël Tadenian. Bonjour Noël. Bonjour, bonjour à tous. Alors avant de nous lancer dans cette formation, permettez-moi de vous présenter. Vous êtes le cofondateur de Togo Tchèque, membre de la PAF, plateforme africaine des fact-checkers francophones. Vous avez également fondé l'agence de presse Média Togo. Auparavant, vous avez été correspondant pour plusieurs médias, dont Canal+, la Deutsche Welle ou Reuters. Vous avez été formé en France à l'ESJ Lille. Aujourd'hui, on vous reçoit pour en apprendre davantage sur les bonnes pratiques du travail journalistique en ligne. On sait qu'il est de plus en plus crucial de savoir protéger son travail, mais même les journalistes peuvent avoir du mal à s'y retrouver. Alors, merci à vous de partager votre savoir. Et je vous laisse commencer. C'est un plaisir pour moi de partager ma petite expérience avec vous, vous donner quelques éléments pour vous aider à vous sécuriser. Donc, il est question de sécurité numérique, mais la grande question qu'on doit pouvoir se poser, c'est qui n'a rien à cacher? Que chacun se pose cette question. Bien évidemment, on a tout un chacun, tout à cacher. Et déjà, ce que j'aime bien dire quand je fais cette formation en présentiel, ben, la preuve qu'on a tout à cacher, on est habillé, on s'habille, personne ne sort sans s'habiller. Et donc, du coup, à partir de cet instant, cela voudrait dire que même nos téléphones que nous utilisons, les ordinateurs, ben, nous avons des choses à cacher dans nos téléphones. Pourquoi nous devons donc les sécuriser? C'est pourquoi nous devons tout mettre en œuvre pour que ça ne tombe pas dans des mains qui pourront peut-être poser des actes à travers ce téléphone, récupérer des données ou y mettre des choses qui pourront nous porter préjudice après. Et globalement, on se demande, beaucoup se demandent, qu'est-ce que la sécurité numérique? Et la sécurité numérique ou la cybersécurité englobe tous les moyens pour assurer la protection et l'intégrité des données numériques, des données sensibles ou non, et c'est la protection des systèmes connectés à Internet contre les menaces informatiques visant le matériel, les logiciels et les données. Et ça permet de limiter les risques et de protéger le matériel d'assaillants ou aux intentions malveillantes. Donc la sécurité informatique est un sous-ensemble de la cybersécurité et elle consiste à maintenir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité des données. Maintenant, quand on voit un peu ce que c'est que la sécurité, la cybersécurité, il y a des éléments à considérer, des éléments très importants. On doit savoir que tout accès à Internet laisse de nombreuses traces. Et quand on se connecte à Internet, on a ce qu'on appelle les adresses IP qui permettent d'identifier donc le terminal qu'on utilise et qui permet d'identifier le réseau qu'on utilise. Donc, notre adresse IP, les adresses IP des sites que nous visitons et également des éléments comme la localisation géographique et l'historique de navigation et de recherche et surtout les habitudes de recherche. Donc, c'est ces traces-là, nous les laissons quand nous nous connectons à Internet, quand nous utilisons donc le téléphone, quand nous utilisons un ordinateur, quand nous nous connectons à Internet. Et il faut savoir aujourd'hui que Internet a l'image de la vie réelle et chaque type de menace que nous avons dans la vie réelle a son équivalent en ligne. Et certaines menaces sont encore possibles que grâce à Internet. Et les réseaux sociaux aujourd'hui, ils rajoutent à la viralité, à- de la viralité à tout ce qui se passe. Et donc, on doit pouvoir faire attention. C'est juste un rappel. Maintenant, je voudrais juste qu'on voit deux points très importants. Et la menace, c'est la vulnérabilité. Aujourd'hui, quand nous nous connectons en ligne, nous faisons face donc à des menaces et nous présentons des vulnérabilités. Alors, qu'est-ce que c'est que la menace? C'est que c'est un danger qui existe dans un environnement, dans l'environnement d'un système, indépendamment de celui-ci. On peut par exemple parler de moustiques qui nous piquent. Donc, les moustiques nous menacent. Un trou dans le plancher nous menace et un escroc bah, constitue une menace. Et donc, nous n'allons pas prévoir cela. Mais la vulnérabilité, c'est la faiblesse d'un système qui rend ce système sensible à une menace. Par exemple, un pneu usé. Vous conduisez une moto avec un pneu ou des pneus usés, ben, vous êtes vulnérable à un accident. Quand vous avez un mot de passe pour votre adresse mail qui est très faible, qu'on peut deviner, ben là, vous êtes vulnérable. Et c'est également votre naïveté, le fait d'être naïf constitue une vulnérabilité. Et donc,
comme vous le voyez, les 2, la menace et la vulnérabilité sont liées et donc il arrive des moments où, ouais, dans notre environnement, nous sommes menacés sans cesse par des cybercriminels et en même temps, ben, nous avons des mots de passe faibles, vulnérabilité et les 2 combinés, ben, nous sommes exposés et tout peut arriver. Alors, nous devons savoir que généralement, on ne se protège pas que ce qui est bien, et positif ou bénéfique, et la sécurité. La sécurité ne traite que des risques négatifs et il n'existe pas de risque zéro ni de sécurité parfaite. Donc, des éléments à intégrer. Et le sentiment de sécurité est fortement subjectif. Et quand on se met tout ça dans la tête, ben, on doit pouvoir faire attention et moi, je me dis toujours qu'on doit prendre toujours du recul, qu'on doit essayer de se dire que ah, tout est possible à partir du moment où on a les menaces qui sont là, à partir du moment où nous pouvons être vulnérables à tout moment. Et donc, les impacts quand on est face donc, à des situations de menace et de vulnérabilité, c'est que bah, on peut avoir des problèmes en termes d'image. Notre réputation peut être ternie si quelqu'un de malveillant a accès à nos données et on a par exemple la désorganisation d'une structure quand par exemple une entreprise se fait attaquer ou pirater. Oh, il peut y avoir des pertes financières, on peut perdre des données. Or, les données aujourd'hui à caractère personnel doivent être protégées et on doit tout faire pour que ces données-là ne tombent dans n'importe quelle main. Et j'aimerais maintenant qu'on voit les panoramas, donc le panorama des menaces sur Internet et les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on constate, si vous voyez bien ce qui se passe, c'est que ben, il y a ce qu'on appelle le cyber-squatting qui consiste donc à enregistrer un nom de domaine correspondant à une marque avec l'intention de le revendre ensuite à l'ayant droit ou à altérer sa visibilité. On a le typo-squatting qui permet d'enregistrer des noms de domaine avec une faute de frappe. C'est fait intentionnellement et juste pour pouvoir après vous conduire à des actions bizarres et à vous hacker si vous voulez. On verra plus tard les stratégies que les pirates utilisent aujourd'hui. Et ici, j'ai mis, au lieu de google.com, j'ai mis google.com. On a également les homonymes, par exemple, on a l'existence de plusieurs identités ayant donc des clés d'accès similaires aussi suffisamment pour prêter à confusion. Et sur Facebook, vous recherchez des noms comme Suleiman Ndiaye, vous allez en trouver pas mal. Et ça arrive aussi, en tout cas dans la plupart des cas. Et il y a aussi l'usurpation d'identité, donc le vol d'identité et de l'identité numérique d'une entité afin de pouvoir se présenter aux tiers comme étant elle ou en agissant en son nom avec son mandat. On a les détournements de domaine. C'est une technique qui vise à renvoyer l'internaute vers un site malveillant et illégitime en redirigeant l'adresse URL légitime. Euh, on a d'autres types de menaces, par exemple le traçage et le ciblage, donc qui consiste à suivre votre activité, vous proposer des produits et services adéquats en fonction, avec un risque de contrôle et de fichage permis par l'interconnexion des fichiers tactiques ou commerciaux. On a le piratage, c'est un ensemble de mesures prises par quelqu'un qui accède à un système d'information sans l'autorisation du propriétaire. Et également, vous connaissez certainement les situations de cyberharcèlement. Donc, il s'agit d'un enchaînement d'agissements hostiles répétés visant à affaiblir psychologiquement une personne et qui en est la victime via les canaux numériques. Maintenant, à partir du moment où on a vu les trois grandes familles de menaces, il est important de parler de la protection du smartphone. Aujourd'hui, on doit tous comprendre que protéger son smartphone à 100% est quasiment une mission impossible, puisque notre téléphone nous espionne. Mais et on doit se demander qui sommes-nous et donc le téléphone nous espionne et cherche à savoir qui nous sommes, où nous allons, que faisons-nous? Donc, tout est sûr et enregistré et parfois envoyé, et le plus souvent envoyé, mais où? Voilà la grande question. Mais on peut peut-être deviner que c'est envoyé ces données qui sont collectées
systématiquement sont envoyés parfois aux concessionnaires du téléphone, aux entreprises gestionnaires des applications, aux géants du web, aux opérateurs de téléphonie mobile. Les géants du web, Google, Facebook, Amazon et autres utilisent donc différentes technologies pour nous localiser, donc via l'adresse IP, les signaux GPS et d'autres capteurs permettant notamment d'identifier l'appareil, le relais Wi-Fi et les antennes relais se trouvant à proximité. Et sur Google, par exemple, nous pouvons désactiver l'historique de nos localisations, mais sachant que cette opération ne supprime pas les données. Et les données fondamentales qu'on peut recueillir sur nous proviennent donc de notre smartphone. On l'a vu, notre téléphone nous enregistre, les géants du web comme les opérateurs et collectent ces données. On peut déjà au moins limiter la collecte de ces données. Donc, si vous êtes sous Android, vous allez dans le menu localisation au niveau des paramètres et il faudra donc désactiver la localisation. Et en bas de la même page, vous pouvez cliquer sur l'historique des positions Google pour désactiver cette fonction. Et sur l'iPhone, il faut se rendre sur Réglages, puis Confidentialité, puis Localisation et service de localisation tout au fond. Et après, Service. Et en dernière ligne de bloc, vous allez voir les lieux importants. Et déjà, au moins, vous limitez un tout petit peu. C'est vrai que ça ne règle pas totalement le problème, mais au moins, votre suivi est quand même limité. Le phishing ou l'hameçonnage, c'est donc des attaques qui utilisent parfois des emails, des adresses de sites web malveillants. Vous cliquez sur un lien et vous scannez un code QR. Donc, eux, ils collectent les informations derrière, des informations personnelles, des informations financières, ou infecter votre ordinateur avec des logiciels malveillants ou des virus. Et par exemple, ici, vous voyez, il y a un mail, on reçoit souvent de ces genres de mails. Et donc, vous devez faire extrêmement attention quand vous ne connaissez pas l'expéditeur. Et quand il y a un lien dans le mail, déjà ici, quand on voit le lien qui se présente à l'écran, on voit http www.fedes.com. Mais quand on met le curseur dessus, c'est carrément autre chose qu'on a. Et donc, on doit vraiment faire attention quand on reçoit des liens. Et ici aussi, aujourd'hui, il y a des techniques par Messenger ou par WhatsApp. On vous envoie un message. Ça, c'est très récent. On vous dit que ouais, ces derniers jours, Facebook a reçu ou Meta a reçu des plaintes des utilisateurs qu'il faudra machin truc. Et vous avez 12 heures pour mettre à jour votre compte. Et on vous dit de contacter le support en cliquant sur ce lien, le lien qui est là. Sauf que ce lien présente un problème. Quand on voit ce lien, ce nom de domaine est suspect. Donc, un lien qui contient un sous-domaine étrange. Et quand vous voyez ici, le sous-domaine est étrange. On voit Facebook et machin truc et pagemaker.link. C'est quand même étrange. Et donc, on doit pouvoir faire attention à ne pas cliquer sur ces genres de liens qui vont vous ramener ailleurs. Donc, nous devons être vigilants. Un autre exemple de lien, ceci a été diffusé abondamment en Afrique et on nous dit que Air France offre 2 billets gratuits pour célébrer son 85e anniversaire et il faudra cliquer sur ce lien pour obtenir ce billet. Ben, à première vue, on voit vraiment que c'est l'adresse du site de Air France, airfrance.com. Sauf qu'il y a un problème. Si vous observez bien ici, il y a ce qu'on appelle ils ont fait un détournement de domaine. Ils ont utilisé l'alphabet indonésien pour écrire airfrance.com, puisque l'alphabet indonésien tolère des signes sous des lettres. Et du coup, mais quand vous voyez ce lien, et vous avez donc, si vous ne prêtez pas attention, vous allez tomber dans le panneau. Et si vous prêtez vraiment attention, vous verrez qu'il y a un point sous le A. Et c'est là où se présente le piège. Et quand vous cliquez dessus, ben, tout peut arriver, tout est possible. Et j'ajouterai un autre conseil. C'est depuis un moment, moi, j'ai tenté de vérifier la fiabilité des liens à travers ChatGPT. Donc, je copie le lien. Par exemple, je reçois ce lien airfrance.com et je vais sur ChatGPT et je lui demande quelle est, selon toi, la fiabilité de ce lien.
Et puis c'est pareil pour Perplexity. Quelle est la fiabilité de ce lien? Et ChatGPT ou Perplexity, ils vont vous ressortir les éléments à problème de ce lien. Et donc, et quand je l'ai essayé plusieurs fois et j'ai toujours eu la bonne réponse, quoi. Ils me disent clairement, quand c'est pas fiable, ils me disent que ce lien n'est pas fiable. Systématiquement, quand vous recevez des liens, parfois il y a des liens longs et du coup, ben, vous copiez, vous mettez dans un outil d'intelligence artificielle et prenez soin de bien formuler votre prompt en demandant surtout la fiabilité du lien et ça va vous donner la réponse qu'il faut et ça vous évitera de cliquer sur tout et n'importe quoi. Alors, nous allons parler maintenant des données qui se cachent derrière les photos. Et vous voyez cette photo qui est là. Et à vue d'œil, c'est juste une photo, sauf que cette photo présente beaucoup de données qui se cachent derrière. Et quand on analyse cette photo à partir même des outils qui sont aujourd'hui gratuits, qui sont en ligne, ben, on peut savoir où c'est. Et donc, ceux qui ont l'habitude de faire des photos alors qu'au même moment, ils disent, voilà, je ne veux pas qu'on sache que je suis là, je suis à Abidjan, je ne veux pas qu'on sache que je suis à Abidjan, mais ils font des photos, ils mettent sur les réseaux sociaux, ils changent leur photo de profil à partir d'une photo prise à Abidjan, alors que ces personnes ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont à Abidjan. Mais sachez on peut savoir parce que derrière donc la photo, on a les métadonnées. Voilà un exemple de métadonnées qu'on peut retrouver derrière une photo. Donc ici, on voit le modèle du téléphone et on voit le software qui est utilisé et on a des informations sur l'altitude, la localisation. Donc on peut vous localiser et à travers la latitude et la longitude. Et en utilisant juste ces 2 points-là, on peut savoir exactement où vous êtes. Donc, du coup, faites extrêmement attention quand vous faites vos photos et que vous devez les partager alors que, ben, en même moment, vous pensez préserver votre anonymat, vous pensez peut-être qu'on vous voulez pas qu'on sache où vous êtes. Donc, on peut vous retrouver juste à travers une simple photo. On peut savoir, on peut suivre votre parcours, tout ce que vous avez fait durant toute une journée, durant toute une semaine, en regardant vos publications sur les réseaux sociaux en termes de photos. Et donc, je voudrais vous alerter par rapport à ça. Et si vous voulez passer incognito, est-ce que ça vaut la peine de publier des photos des lieux au moment où vous êtes là? Et c'est vrai que Telegram, Signal, WhatsApp altèrent les métadonnées. Mais par contre, Facebook, si vous mettez des choses sur Facebook, on peut toujours retrouver les métadonnées. À moins qu'en amont, vous-même, vous essayez d'enlever ces métadonnées. C'est quand même important de le savoir. Je vais maintenant enchaîner avec les mots de passe et l'authentification à plusieurs facteurs, si vous voulez. Et on sera sur 2 facteurs. Et globalement, vous devez éviter le choix de mauvais mots de passe, ceux qui ont la mauvaise habitude de mettre 0, 1, 2, 3, 4, 5, machin. Sachez que c'est pas bon. Ou par exemple, password. Et aujourd'hui, la tendance est de mettre password et le A en arrobase. Ça aussi, c'est pas bon. C'est facile à imaginer. Et du coup, le mieux, c'est de pouvoir trouver des mots de passe forts. Il y a également le stockage de ces mots de passe. Et souvent, on se dit, oui, on risque d'oublier. Donc, on va les stocker. Certains, ils mettent même sous l'ordinateur leur mot de passe. Attention, il faudra tout faire pour bien stocker votre mot de passe. Il faut aussi éviter de réutiliser le même mot de passe sur différents sites, sur différentes plateformes. Et il y en a qui commettent cette erreur d'avoir le même mot de passe pour leur page Facebook, pour le mail, pour leur compte X et d'autres plateformes. C'est une mauvaise idée parce que si un pirate arrive à imaginer, à deviner ou à trouver votre mot de passe, il va vouloir tester ça partout. Et il a voulu offrir l'accès à vos différents comptes sans difficulté. Il ne va pas trop se casser la tête. Donc, pensez
à avoir des mots de passe uniques, des mots de passe, pas uniques, mais des mots de passe différents plutôt, parce que les mots de passe uniques sont toujours volés. Donc, pour chaque plateforme, un mot de passe, c'est important. Il existe donc des outils pour pouvoir stocker les mots de passe et ce qu'on appelle les gestionnaires de mots de passe. Et ces gestionnaires fonctionnent comme des coffres forts et qui ont besoin aussi de mots de passe, d'autres clés, donc pour conserver l'ensemble de mots de passe. Et j'en ai cité quelques-uns ici. Il y a Passball, LastPass, il y a Keeper, il y a KeePass, il y en a pas mal. Vous pouvez même vous-même aller sur des moteurs de recherche et lancer la requête autour des gestionnaires de mots de passe. Donc ça vous aidera à stocker vos mots de passe si vous avez peur de les oublier. Donc, c'est un coffre fort qui stockera donc vos mots de passe. On a ensuite des mots de ensuite ajouté aux mots de passe. Aujourd'hui, on a l'authentification à 2 facteurs ou à plusieurs facteurs. Donc, c'est une méthode de sécurisation des accès au système, mais et également aux comptes en ligne, aux appareils. Donc, cela nécessite une vérification de l'identité de l'utilisateur à travers 2 niveaux distincts de validation. Et donc, cela renforce la sécurité en ajoutant une couche supplémentaire de protection au-delà du mot de passe traditionnel. Et donc, si quelqu'un s'empare de votre mot de passe, il ne pourra toujours pas accéder à votre compte parce qu'il lui faudra l'authentification à 2 facteurs. Et il existe aujourd'hui différents moyens ou facteurs d'authentification, mais le plus sûr est d'utiliser votre mot de passe habituel et un mot de passe à usage unique généré par peut-être une application d'authentification. Et on peut donc installer l'authentification à 2 facteurs sur vos comptes de messagerie où les mots de passe sont réinitialisés, sur vos comptes où sont stockées des données sensibles et sur vos systèmes d'accès financier direct. Et il y a par exemple Google Authenticator qui permet donc de rajouter vos comptes et d'avoir à chaque minute un code pour l'authentification à 2 facteurs. Donc, quand vous voulez accéder à un compte qui aujourd'hui a intégré, auquel vous avez intégré l'authentification à 2 facteurs, il vous faudra obligatoirement ce code-là pour accéder donc à un deuxième niveau à ce compte. Donc, c'est quand même important de le savoir et de l'utiliser. Il n'y a pas que Google Authenticator, il existe pas mal. Donc, là aussi, vous pouvez aller sur des moteurs de recherche, chercher donc authentification à 2 facteurs et vous verrez toute une liste d'outils et chacun verra ce qui lui plaît. Et comme ça, ben, je vous conseille vivement de doubler l'authentification à vos comptes, quoi. C'est quand même important pour sécuriser ces comptes. Nous allons voir maintenant comment réduire les traces sur Internet, puisque on l'a vu au début que nous laissons des traces quand nous nous connectons, quand nous visitons des sites Internet et tout. Nous allons voir les VPN. Les VPN, c'est donc une sorte de tunnel à travers lequel le trafic Internet transite de manière sécurisée pour protéger notre identité, pour protéger l'adresse IP dont j'avais parlé au début, pour protéger notre historique de navigation. Et donc, le VPN, qui est un réseau privé virtuel, masque donc l'adresse associée à notre appareil. Et comme on le voit ici à l'écran, et j'ai mon appareil qui est là, mon terminal, et le VPN est là. Et dès que le VPN est activé, ben, le réseau est cadenassé, puis on peut plus savoir quel terminal se connecte au réseau. Et c'est quand même important de le savoir et vous devez tout faire aussi pour, quand vous ne vous sentez pas en sécurité, le mieux, c'est d'utiliser un VPN. Et généralement, ce que je fais systématiquement, si je suis obligé, d'utiliser un réseau Wi-Fi gratuit, si je suis vraiment obligé, ce que j'évite au maximum, mais si je suis dans l'obligation d'utiliser ce réseau, je suis obligé aussi d'activer mon VPN, mais tout en sachant que tous les VPN ne se valent pas. Et certains services de VPN vendent nos données. Et certaines VPN sont en fait des faux. Ils sont mis en place par des filles pirates pour voler nos données. Et certains fournisseurs de VPN coopèrent avec des forces de l'ordre. Donc, c'est à vous de savoir et faites le choix et donc essayez de faire des recherches
autour des VPN, même s'ils devaient les utiliser. C'est quand même capital d'avoir un VPN sur son téléphone et ça permet également de contourner, surtout dans certains pays d'Afrique où l'accès à certains sites web sont souvent bloqués, parfois en période électorale ou autre. Du coup, vous pouvez utiliser un VPN et vous attribuer une adresse IP d'un pays peut-être européen pour accéder donc aux informations, tout en sachant que dans le monde, il y a une dizaine de pays qui pénalisent l'utilisation du VPN. En Afrique, il y a l'Ouganda qui interdit et qui pénalise l'utilisation du VPN. Et sachez que au-delà du VPN, vous pouvez toujours pour vous protéger, il faudra utiliser uniquement le protocole HTTPS. Donc, quand vous voyez un site avec le HTTPS, donc ça doit quand même vous rassurer et utiliser également la navigation incognito qu'on peut retrouver sur Google Chrome et d'autres navigateurs. Et également aller sur Google ou d'autres moteurs de recherche pour chercher donc l'incognito, ça vous aidera. Et que ce soit pour Firefox, Chrome, Edge, Explorer. Et je vous conseille d'utiliser également des moteurs de recherche comme DuckDuckGo et aujourd'hui intégré à Firefox. Donc, ça pourra aussi vous aider. Également, pour vous protéger et travailler, protéger votre anonymat et tout, vous avez la possibilité d'avoir des mails anonymes et plusieurs services proposent donc d'avoir des mails anonymes. Ça va renforcer donc votre sécurité. Et aussi, il est important d'avoir une bonne hygiène numérique aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement en situation d'urgence ou quand on est en difficulté qu'il faut penser à avoir une bonne hygiène numérique. Ça doit être au quotidien et ça commence par la mise à jour de nos logiciels et applications. Nous devons, et il y en a malheureusement, bon, j'en connais certains de nos collègues journalistes qui refusent de mettre à jour les logiciels, de mettre à jour les applications. C'est une erreur de ne pas mettre à jour les applications puisque déjà les pirates sont constamment à la recherche des opportunités dans les logiciels non piratés. Il y a eu des attaques qui sont produites via donc des failles au niveau de certaines applications. Vous connaissez certainement l'histoire du logiciel Pegasus qui a été acheté par certains États africains et des journalistes, le téléphone de certains journalistes dans les pays là ont été infectés. Et alors, Pegasus a utilisé des failles dans WhatsApp. Cela veut dire que ben, si les victimes avaient eu leur WhatsApp mis à jour, bah, peut-être qu'ils allaient limiter les dégâts. Mais après, le problème a été réglé, surtout que WhatsApp a corrigé également ces failles-là. Donc, nous devons faire extrêmement attention et mettre à jour régulièrement donc, les logiciels et les applications. Surtout chercher à télécharger les originaux sur les plateformes des structures qui proposent donc ces applications. Pour le contrôle de l'hygiène numérique de notre terminal, c'est se poser ces questions. Est-ce que mon appareil ou mon terminal a besoin d'un mot de passe? Et quelle est la force de ce mot de passe? Combien de temps avant que mon écran ne se verrouille? Que peut faire quelqu'un sur mon appareil, même s'il est verrouillé? C'est des questions à se poser. À quand remonte la dernière sauvegarde de mon appareil? Où ma machine a-t-elle été sauvegardée? Quand a eu lieu la dernière mise à jour antivirus? Quand a eu lieu le dernier donc, scan antivirus? Et où sont les journaux antivirus pour tout ce qui est trouvé? Quand a eu lieu la dernière mise à jour Android ou iOS? Et quand le système d'exploitation de mon appareil a-t-il été mis à jour pour la dernière fois? Un VPN est-il installé sur ma machine? Mon VPN est-il toujours activé ou est-il facultatif? Donc, voilà quelques questions à se poser régulièrement, donc dans le cadre de l'hygiène numérique, et ça ne peut que nous aider à avoir, à nous protéger au moins un tout petit peu, puisque comme on l'a dit, la sécurité à 100% est presque impossible aujourd'hui avec la technologie. Merci Noël pour ces précieux conseils. On invite dès à présent celles et ceux qui nous écoutent à les appliquer dès maintenant pour bien protéger leur travail. Bonne journée et au revoir. Au revoir et à très bientôt.